Ce podcast se veut très instinctif. Seule la présentation et 2-3 questions sont préparées pour libérer la réflexion et l'échange. Pour que ce moment de conversation reste le plus naturel possible, le montage est très léger pour laisser les silences, les hésitations, les langues qui fourchent, qui en disent autant que les mots. C'est le moment d'ouvrir la porte et de nous installer autour d'un bon thé pour converser et s'écouter. Bienvenue dans les épisodes d'Histoire harmonieuse. Bonjour Anne. Bonjour Fabienne. Alors, je t'ai demandé de venir une deuxième fois, parce que déjà je t'aime beaucoup, donc c'est déjà ça. Si tu commences comme ça, je vais rien pouvoir te refuser. J'y compte bien. Parce que depuis que je suis partie du Bouchot, je sais que tu as fait une formation il y a 5 ans à peu près de la médiation. Et en fait, cette idée me tourne dans la tête puisque le podcast Histoire harmonieuse parle des entreprises et des entrepreneurs. Je trouvais intéressant que ce thème soit abordé dans le podcast. Et donc, je voulais déjà comprendre, savoir pourquoi, en ayant le Bouchot, où je pense que ça te prend déjà pas mal de temps, tu t'es lancé dans une formation sur la médiation. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce domaine-là? Ah, là, c'est une longue histoire. Ah. Alors, je vais essayer de résumer. Quand on s'est installé au Bouchot avec Jean-Philippe, j'étais avocate. Et donc, j'ai exercé cette profession d'avocate pendant exactement 30 ans. J'ai commencé à 23 ans et je me suis arrêtée à 53 ans. En vivant au Bouchot, je me suis rendu compte que ce qui me faisait du bien, c'était de mettre de l'énergie et de l'harmonie entre les personnes et à cultiver la joie et la paix. Et je me suis rendu compte que le Bouchot était un lieu idéal pour, je dirais, se forcer tous les jours, quoi qu'il se passe, à toujours regarder vers le soleil, à toujours s'ancrer vers ce que l'on est grâce à la nature et vers les autres. Et pendant 13 ans, alors que le Bouchot m'ouvrait, je dirais, cet espace de respiration vers le mieux-être, moi, j'entretenais les conflits, j'entretenais la guerre par ma fonction d'avocate. Et un jour, j'ai commencé vraiment à être écartelé. C'est-à-dire que j'avais d'un côté l'avocate et on disait de moi que j'étais quelqu'un de mordante, que j'étais quelqu'un qui voulait absolument gagner, que j'étais quelqu'un qui était capable de faire de feu de tout bois pour faire triompher la vérité avec un grand V. Et de l'autre côté, j'avais Nanou qui avait envie de prendre soin des autres, de prendre soin de la vie, de prendre soin d'elle. Et j'ai pas pu continuer à vivre très longtemps d'entre ces deux personnages. Et donc, j'ai décidé d'abandonner mon métier d'avocate. Mais c'était pas facile d'abandonner un métier qui correspond à 30 ans d'une vie. Et j'ai essayé de réfléchir à ce qui me plaisait dans le métier d'avocate. Et la partie qui me plaisait le plus, c'était de pouvoir prendre soin de l'autre. Et par le hasard, je dirais, de la vie, j'ai découvert la médiation. Et là, je me suis rendu compte que la médiation pouvait être une arme extraordinaire au soutien de la joie et de l'harmonie. Et que je pouvais donc continuer à faire du bien grâce à la médiation. Et donc, ça m'est paru une évidence qu'en vivant au Bouchot, s'il fallait que je continue à côté un métier, c'était celui de médiateur. Et voilà comment j'ai décidé de lâcher ma robe d'avocate et de devenir médiateur. Superbe histoire. Superbe histoire de vie surtout. Et du coup, tu définirais comment la médiation, toi? Alors, la médiation, dans sa définition stricte juridique telle qu'elle est connue aujourd'hui, c'est un mode alternatif de règlement des litiges. C'est-à-dire que les personnes qui sont en litige peuvent faire le choix, plutôt que d'aller voir un juge, d'aller voir un médiateur.
Et le médiateur ne va pas tenter de savoir qui a tort, qui a raison. Le médiateur ne va pas essayer de juger qui est dans le droit, qui est en faute. Le médiateur ne va pas chercher la sanction. Il va chercher surtout à reconnecter le lien entre deux personnes. Donc ça, c'est, je dirais, la fonction première de la médiation. Mais la médiation, lorsque je me suis intéressé à la médiation, je me suis intéressé un petit peu comme une philosophie au conflit. Parce que je pense que pour être un bon médiateur, il faut avant tout comprendre le mécanisme du conflit. Pourquoi, du jour au lendemain, les gens qui s'entendaient ne s'entendent plus? Pourquoi, alors qu'on était bien dans une relation de couple, subitement, le divorce devient conflictuel, alors qu'on ne s'aime plus, et que simplement le fait de ne plus s'aimer devrait être suffisant pour se séparer? Pourquoi, lorsque deux associés qui ont décidé de créer ensemble une entreprise, à un moment donné, l'entreprise va plus bien, et plutôt que de se séparer en bonne entente, rentre en conflit? Et je me suis rendu compte que tout ça interrogeait notre comportement individuel face au conflit. Et donc, comme je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre, pendant 30 ans, j'ai essayé de comprendre le droit, j'ai essayé d'analyser la loi, j'ai essayé de savoir ce qui se sous-tendait sous les textes de loi et quel était le but. La médiation a déclenché chez moi cette même envie d'essayer d'aller comprendre. Et donc, je me suis interrogé du jour au lendemain à toutes les questions sur la neurologie, les croyances, la communication, les chemins de conscience, tout ce qui fait qu'on se construit avec, je dirais, en soi des envies de paix et des envies parfois de guerre, tout ce qui va construire notre ego et qui fait qu'à un moment donné, on ne va pas être capable de lâcher, et tout ce qui fait ces croyances qui nous empêchent d'avancer. Donc, je dirais que la médiation, pour moi, va au-delà de la résolution des litiges. Ça interroge notre éducation, notre raison d'être, notre raison de faire. Et je dirais que je suis une idéaliste et je suis convaincu que si tout le monde demain s'intéresse à la médiation, eh ben, il n'y aurait plus de guerre, on vivrait dans un monde en paix. Voilà, donc c'est mon nouveau chemin de créer la paix autour de moi grâce à la médiation. Alors, j'ai plein de questions à te poser avec tout ce que tu viens de dire là. Mais la première qui me vient, c'est déjà pour que ça soit un peu plus clair pour tout le monde, c'est à partir du moment où on a un litige avec quelqu'un, on peut faire appel à un médiateur avant même d'aller voir un juge. C'est ça ce que tu dis? Tout à fait. Plutôt que d'aller voir un juge. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, vous divorcez, deux personnes qui divorcent. Elles peuvent très bien divorcer par consentement mutuel. Même si elles consentent à un divorce par consentement mutuel, si on n'a pas résolu un certain nombre de problèmes dans le couple, des vieux problèmes du couple qui ressurgissent au moment du divorce, après le consentement au divorce, il peut y avoir de nouveaux litiges qui ressurgissent. Pourquoi? Parce que lorsque l'on vit avec quelqu'un, lorsqu'on s'aime, on accepte un petit peu un certain nombre, je dirais, de mini-blessures, de mini-mots qui font mal, de mini-attaques. Et si le conjoint devient désagréable ou si on est désagréable avec son conjoint à un moment donné de sa vie, comme on l'aime, on accepte. Et on se dit, c'est pas grave. C'est pas grave, l'amour est plus fort que tout. Il peut me blesser, il peut me faire faire ce que j'ai pas envie de faire, c'est pas grave, je l'aime. Le jour où le lien est détruit, le c'est pas grave ressurgit et ça devient la guerre. Regarde ce que tu m'as fait il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans, 7 ans. Et très souvent, c'est complètement inconscient, mais lorsqu'on a des enfants, ces successions de c'est pas grave, à un moment donné, vont ressortir après le divorce par le biais des enfants. Et inconsciemment, l'enfant va devenir quelque part l'otage de ces tout petits c'est pas grave emmagasinés pendant toutes ces années de divorce, enfin de mariage. Donc c'est pour ça que deux personnes qui divorcent, je crois qu'il est bon à un moment donné, dans le cadre du divorce, d'aller voir un médiateur pour s'assurer que tous ces petits c'est pas grave vont pas demain être des bombes
qui vont exploser dans le cadre du divorce. Donc, ça peut être la même chose, par exemple, dans le cadre d'un héritage. Moi, en tant qu'avocate, j'ai traité des héritages. J'ai traité des héritages, pour certains, ça a duré 20 ans. Ouais. 20 ans de bagarre pour hériter des biens de ses parents. Pourquoi? Parce qu'à l'occasion de l'héritage, toutes les rancœurs que l'on a emmagasinées quand on était petit, ou quand on était adolescent, ou quand on était adulte, vis-à-vis de ses frères et sœurs, ont fait que le jour où la personne disparaît, ça explose. Et ça explose de façon extrêmement violente, qui fait que souvent dans les héritages, il y en a un qui bloque systématiquement le partage de l'héritage, non pas pour des gains matériels, mais tout simplement pour une vengeance personnelle. Et ça, c'est complètement inconscient. C'est-à-dire qu'il y a des héritages, moi j'ai vu des héritages dans lesquels les personnes ne savaient même pas pourquoi ils en voulaient à leur grand frère ou à leur sœur ou à leur oncle ou à leur tante. C'était encore une fois une succession de petites frustrations qui explosent lorsque le parent se sépare, enfin lorsque le parent disparaît. Et là, la médiation, depuis que je suis médiateur, j'ai fait des médiations dans le cadre d'héritage. Et là, j'ai été stupéfaite. C'est-à-dire que je me souviens notamment d'un héritage qui a été bloqué depuis 10 ans. En 6 mois de médiation, tout a été débloqué. Donc, il y a toujours cette recherche, je dirais, de la cause profonde du litige, que le médiateur va aller rechercher, que le juge à aucun moment ne va aller, ne serait-ce que questionner. Donc, toute la différence, elle est là. Donc, je dirais que lorsque vous allez voir le médiateur, vous êtes sûr qu'après, vos relations sont apaisées. Si vous voulez avoir un juge, le juge ne va traiter que le haut de l'iceberg. Donc, il va peut-être résoudre ce petit conflit-là, mais si la relation n'est pas apaisée, eh ben, il y aura un deuxième conflit, un troisième conflit, un quatrième conflit. Donc, c'est en ça où la médiation est pour moi une arme extraordinaire pour, à un moment donné, créer la paix entre les gens. Donc, dans tous les domaines, on peut avoir recours à la médiation. Donc, c'est le cas également suite à un licenciement. J'ai eu souvent des licenciements quand j'étais avocate et parfois le salarié refusait des propositions financières qui étaient faites par l'employeur dans le cadre du licenciement parce qu'au fond de lui-même, ce qu'il voulait, c'était pas la reconnaissance financière. Il voulait la reconnaissance que pendant 10 ans, il avait été un bon employeur, qu'il s'est fait donner un fonds pour l'entreprise et qu'il avait besoin d'entendre ça pour accepter le licenciement. Et ça, la justice ne lui donnait pas cette reconnaissance qu'il avait été un excellent collaborateur pendant 10 ans. La médiation lui permet cette reconnaissance. Donc, à tous les niveaux, dès que vous avez un litige et qui se touche surtout au psychologique, et très souvent dans les litiges, c'est avant tout une guerre psychologique que les gens se font, alors le médiateur peut intervenir en lieu et place du juge. D'accord, mais alors ça veut donc dire que c'est le meilleur moyen pour désencombrer les tribunaux, tout ça? Tout à fait. C'est le meilleur moyen pour désencombrer les tribunaux. Mais c'est pour ça d'ailleurs que la médiation a été souhaitée et voulue par le législateur. Mais au-delà de ça, c'est surtout le meilleur moyen pour éviter ultérieurement de se retrouver en guerre. Moi, j'ai eu des retours de gens avec lesquels j'ai fait des médiations qui m'ont dit merci, parce que non seulement vous avez réussi à régler le problème pour lequel je suis venu, mais surtout, vous m'avez fait comprendre que dans les litiges, on était toujours deux. Vous m'avez fait comprendre que la vérité avec un grand V n'existe pas. Vous m'avez fait comprendre que c'est pas parce que j'ai raison que l'autre a tort. Vous m'avez fait comprendre qu'il y a tout un cheminement vers l'harmonie et que je suis responsable de ce cheminement vers l'harmonie. Et donc, c'est pour ça que je dis que ça dépasse pour moi une simple querelle. C'est vraiment, ça nous oblige à concevoir notre vie de façon complètement différente. Mais alors, là, j'ai l'impression que tu parles d'un métier magnifique que presque personne connaît, parce qu'en soi, c'est pas un métier connu, hein, en soi. Non. Et pourtant, ça pourrait sauver beaucoup de choses dans notre vie tous les jours. J'en suis convaincu. Pourquoi c'est pas connu, ce métier-là? C'est pas connu pour la principale raison, c'est que
il y a un réflexe qu'on nous a appris depuis toujours. Quand vous êtes petit, quand vous êtes, par exemple, souviens-toi, tu es dans le cours de récréation et peut-être qu'à un moment donné, tu te bagarrais avec ton copain ou ta copine. Et qu'est-ce que tu allais faire immédiatement? Tu allais voir l'instituteur. Et l'instituteur, pour toi, c'était celui qui allait dire le droit. C'est celui qui allait sanctionner. Tu espérais qu'il allait d'ailleurs sanctionner ton petit copain et pas toi. Quand tu as un conflit dans ta famille avec ton frère et sœur, c'est la même chose. Tu vas voir le père ou la mère. Et donc, tu pars du principe que d'autres sont capables de sanctionner parce qu'on nous a élevés dans ce qui est bon, ce qui est mal, ce qui est bien, ce qui est mauvais. Et donc, on nous a élevés dans cette croyance que tout ce que l'on fait, c'est nécessairement noir ou blanc, et que donc, si moi je fais bien, l'autre ne fait pas bien, et qu'il y aurait quelqu'un au-dessus de nous pour dire qui a tort, qui a raison. Donc, c'est déjà une démarche intellectuelle de se dire, je ne vais pas voir le juge pour que le juge me dise si j'ai tort ou j'ai raison. Je vais aller voir un médiateur, parce que le médiateur, lui, il va venir te chatouiller là où tu veux surtout pas qu'il vienne te chatouiller. C'est-à-dire qu'il va commencer à te dire, mais tu sais, tu es co-responsable de la situation. Et tu as en toi les solutions. Donc, ne va pas voir l'instituteur, papa, maman ou le juge qui va trouver la solution. La solution, tu l'as. Donc, il t'oblige quelque part à réinterroger toutes ces croyances selon lesquelles tu n'as pas les clés pour pouvoir résoudre toi-même les litiges. Donc, on voit beaucoup de personnes qui, même en médiation, ont du mal à rentrer dans le mécanisme de la médiation. Et au-delà de ça, on nous a appris depuis toujours que si on allait voir un litige, on allait voir un avocat. Donc, on ne s'interroge même pas pour savoir si on va aller voir quelqu'un d'autre. On nous a toujours appris que quand on était malade, on allait voir le médecin. On ne pense pas aller voir le chaman. Je dirais que c'est un peu la même dissonance qui se trouve actuellement. Le médiateur aujourd'hui, je dirais, il est dans la situation de la personne qui va soigner avec les plantes et qu'on ne va pas forcément aller voir. On va d'abord aller voir le médecin. Donc, on est plutôt dans cette réalité-là. Et j'espère que demain, grâce au fait que les tribunaux n'ont plus les capacités de juger, que de plus en plus de personnes vont aller voir le médiateur. Mais ce que je vois actuellement, c'est que auprès des juges eux-mêmes, beaucoup ne connaissent pas véritablement la vraie fonction du médiateur. Donc, lorsqu'ils envoient les personnes aller voir le médiateur, eux-mêmes, ils ont la pression, les juges ont même la pression du résultat immédiat. Moi, je suis juge auprès d'une cour d'appel et lorsqu'une médiation m'est confiée par le juge, tout de suite, le juge me met la pression. Il faut trouver une solution rapidement. Et moi, je ne suis pas d'accord parce qu'une solution nécessite du temps pour réinterroger tout le conflit. Et vous imaginez bien que si le conflit dure depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est pas en une séance qu'on va trouver le comment du pourquoi et comment trouver une solution. Donc, nous, médiateurs, lorsqu'on est désigné par un tribunal, on nous met cette pression de l'immédiateté et de la solution rapide. Donc, je pense qu'il y a encore du chemin à faire pour que les juges comprennent véritablement le sens de ce que c'est une médiation. Alors, dans quelques domaines, ça fonctionne bien, la médiation, notamment en droit des affaires, lorsqu'il s'agit de faire une médiation sur un contrat. Je dirais que ça fonctionne plutôt bien parce qu'on n'interroge pas forcément l'aspect psychologique. On parle de médiation de la consommation. Maintenant, toutes les entreprises ont l'obligation de proposer une médiation, un médiateur si jamais il y a une difficulté avec un client. Pour moi, ça, c'est pas de la médiation, c'est de la conciliation, parce qu'on n'est pas là pour rechercher le comment du pourquoi du litige, on est là simplement pour voir, en gros, si je donne plus ou un peu moins par rapport à ce que la loi m'obligerait à donner, ou quels sont les délais que je pourrais octroyer. Donc pour moi, c'est pas de la médiation, c'est de la conciliation. Mais comme très souvent les gens confondent, donc on a du mal à se positionner et les juges eux-mêmes ont du mal à comprendre ce que c'est notre métier. Oui, donc du coup, est-ce que dans l'imaginaire des gens, conciliation et médiation, finalement, c'est grosso modo la même chose, alors que finalement, c'est complètement différent. Voilà, et du coup, ça porte préjudice à votre métier. Voilà. C'est pas que ça porte préjudice, mais disons que ça fait de l'ombre à notre métier
et ça rend difficile la compréhension puisque les textes eux-mêmes mélangent conciliation et médiation. Donc, ça nécessite beaucoup de travail, d'information. Par exemple, une des différences essentielles entre les deux, c'est que le conciliateur va proposer des solutions. Le médiateur ne va jamais proposer de solution. D'accord. Le médiateur, il va questionner, un petit peu comme Socrate, qui questionne jusqu'à ce que la personne qu'il questionne trouve lui-même la solution. Donc, la grande différence, c'est que le conciliateur va proposer, parce que le but pour lui, c'est qu'ils arrivent à un accord. Et donc, en général, il va proposer en plus dans le délai demandé par le juge, tout en connaissant la loi et en restant dans le cadre de la loi, alors que le médiateur, non. Le médiateur sait en gros que c'est un litige avec ton frère, tu as la solution de ton litige. Et il va t'amener à toi-même donner cette solution. D'où le temps long, parce qu'il faut que les gens aient le temps de cheminer vers « Ah oui, j'ai fait ça, et donc ça a engendré ça », et ce n'est pas la solution que tu apportes sur un plateau tout frais, tout cuit. Voilà. Et j'irai même plus loin. Il y a quelque chose que l'on fait en médiation, c'est-à-dire que tu viens me voir pour un problème facial, et en discutant avec toi, dans un entretien préalable, je vais découvrir qu'il n'y a pas qu'un problème, il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En gros, que le haut de l'iceberg, et puis après, il y a tout ce qui est immergé. Et pareil pour la deuxième personne, la troisième, la quatrième et la cinquième. Donc, on va faire, à un moment donné, le tableau, je dirais, des désaccords. Et alors, on prend un paperboard, et alors, tel point, tel point, tel point, tel point, tel point. Et parfois, on peut remplir 2 feuilles, 3 feuilles, 4 feuilles. Et lorsqu'après, on demande aux personnes de hiérarchiser les points les plus importants sur lesquels il faut se mettre d'accord, et bien parfois, ça va être la question qui est intervenue au bout de la 6e feuille. Et on se rend compte, en fin de compte, que le vrai nœud, il est là. Donc, si on ne met pas ce temps je dirais, on vide le sac, tout ce qu'on a sur le cœur, on le met sur la table, et bien on passe à côté du point essentiel. Donc, c'est pour ça que non seulement ça nécessite un peu de temps, pas forcément très long, mais ça demande je dirais, de déjouer le litige, de le rejouer dans la compréhension de l'autre pour pouvoir trouver une solution. Donc, c'est tout un processus que le médiateur va mettre en œuvre pour t'amener à rejouer le litige et après voir qu'à l'intérieur du litige, il y a la solution. Et amener après les parties à trouver et mettre en œuvre leur solution. Voilà. D'accord. Donc, c'est un peu long, mais c'est beaucoup moins long qu'un tribunal. Oui, Voilà. c'est sûr. Je dirais que c'est 10 fois moins long que d'aller devant le juge. C'est sûr. Et puis, les solutions sont plus naturelles, finalement. Ah ben les solutions, alors, très souvent, mais ça je dirais que c'est mon métier d'avocate qui m'a fait découvrir ça avec le temps. J'ai appris à écouter les personnes dans leur histoire. Pendant 30 ans, j'ai fait ça, écouter. Et souvent, lorsque personnes viennent te parler, dans ce qu'elles te disent, elles ont déjà la solution. En te parlant de tes problèmes, elles te donnent la solution. Alors, quand j'étais avocate, c'était facile. Je récupérais la solution et je mettais cette solution en œuvre. Quand je suis médiateur, je dois faire la même technique, mais c'est plus compliqué parce que j'entends ta solution, mais en gros, je ne vais pas te la donner. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, je te la reglisse un petit peu sous la table en te disant, au fait, tu as peut-être la solution. D'accord? Mais c'est ce même mécanisme, en fin de compte. Souvent, quand tu écoutes les gens, si tu apprends à les écouter, ils vont te dire, j'ai un problème avec un tel. Et tout en déroulant l'histoire, ils donnent la solution qui, pour eux, serait acceptable. Donc, le boulot de médiateur, c'est tout simplement d'écouter. Et d'essayer de prendre des mots, des phrases, et se dire, tiens, peut-être que là, j'ai une piste de solution. Allez, je la mets de côté, et puis d'une façon ou d'une autre, je reglisserai la solution demain dans la médiation. D'accord. C'est super intéressant. Et tu parlais de conflit tout à l'heure.
dans les entreprises, c'est rempli de conflits tout le temps, à droite et à gauche. Et j'ai vu que tu as sorti un livre qui s'appelle Médiateur urgentiste. Oui, tout à fait. Et alors, j'ai pas eu le temps de le lire. Comment ça, t'as pas eu le temps de le lire? Comme ça, c'est dit. Bon, alors écoute, on coupe tout. Tu me rappelles lorsque tu l'auras lu, si je peux. Mais je me dis que c'est une Bible peut-être à avoir. Tu vas me dire ce que tu as glissé dans ce livre, mais c'est peut-être une Bible à avoir dans une entreprise, peut-être le DRH par exemple, pour que quand un conflit survient entre salariés, ils puissent avoir les premières clés pour dégonfler justement ce conflit. Tout à fait. C'est exactement dans ce but-là que j'ai écrit le livre Médiateur urgentiste. J'ai eu envie, dans ce petit livre, de donner un petit peu les outils que moi, j'utilise en tant que médiateur pour pouvoir mettre un terme au conflit et en tout cas permettre aux gens en désaccord de retrouver ensemble une harmonie. Parce que je pense que dans les entreprises, l'absence de formation d'un certain nombre de cadres à la médiation fait qu'un certain nombre de litiges explosent, alors que si on leur apprenait à observer quand un litige démarre et si on leur donnait quelques outils pour pouvoir les arrêter, un certain nombre de litiges s'arrêteraient immédiatement. Et pourquoi j'appelle ça médiateur urgentiste? Et c'est ce que je dis à la fin, d'ailleurs, en conclusion de mon livre, je dis attention, en tant que manager, vous pouvez en urgence arrêter le conflit. Mais lorsqu'à un moment donné, le conflit est vraiment là et qu'il a pris sa place, il commence à s'endiguer, allez voir un médiateur. Parce que souvent, ce qui pêche actuellement pour moi dans la médiation, parce qu'il existe des médiateurs dans les entreprises, ce qui rend pour moi difficile, et ça on pourrait en débattre très longtemps entre médiateurs, on n'est pas naturellement tous du même avis. Certains médiateurs considèrent que un médiateur de l'entreprise a l'avantage de connaître l'entreprise et donc il peut plus facilement déjouer les nœuds des jeux psychologiques à l'intérieur des entreprises. Moi, je pense qu'un médiateur qui connaît bien son travail est capable de faire de la médiation, quel que soit le domaine d'intervention, parce que c'est toujours le même processus qu'il va mettre en route. Mais surtout, la grande différence, et ça c'est essentiel, c'est que pour qu'une médiation ait lieu, il faut que les personnes se mettent à nu. Donc pour ça, il y a un mot le plus important, c'est la confiance. Et la confiance nécessite une confidentialité absolue. Vous imaginez, vous êtes harcelé par votre supérieur hiérarchique et vous allez voir la DRH et vous allez lui expliquer que votre supérieur hiérarchique vous harcèle. Vous êtes incapable d'en parler, incapable. Vous avez trop peur de ce que pensera la DRH. En plus, vous serez convaincu qu'elle-même vous remettra en cause et considérera que vous mentez parce qu'elle prendra nécessairement fait et cause pour le supérieur hiérarchique. Donc, il y a la limite, et c'est bien pour ça que dans le livre, je dis bien aux managers, prenez les outils de la médiation pour pouvoir en urgence arrêter les conflits qui commencent à démarrer. Mais si le conflit s'est installé, allez voir un médiateur externe, neutre, sans jugement, qui n'aura pas peur de bousculer un peu le supérieur hiérarchique dans le cadre de la médiation, qui n'aura pas peur d'aller chercher là où personne ne voudrait aller voir. Pourquoi? Parce que c'est totalement confidentiel. Dans une entreprise, par exemple, si tu as été auteur d'un harcèlement, si tu vas voir le médiateur, tu vas pouvoir me dire, oui, j'ai harcelé la personne. Est-ce que tu penses que tu vas le dire à ton supérieur hiérarchique? Oui, ça fait 1 an que j'harcèle ma voisine, tu ne le diras pas. Donc, cette confidentialité garantit la confiance et garantit le fait qu'on peut trouver une solution dans le cadre d'une médiation. Donc, le but de ce livre, c'était vraiment de donner simplement les outils en pensant peut-être naïvement, mais ça c'est mon côté peut-être bisounours, qu'il y a des tonnes de conflits, des petits conflits, des mini-conflits qu'on peut arrêter. Et que je donne donc aux managers ces outils pour qu'ils arrêtent ces petits conflits qui souvent vont être la cause de gros conflits. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr.
Oui, donc du coup, c'est acheter d'urgence ce livre Acheter sur la médiation. d'urgence ce livre médiateur urgentiste. Voilà. Oui, non, c'est sûr. Et alors, du coup, donc, on veut à faire appel à un médiateur. On appelle qui? On appelle où? Où est-ce qu'il y a une liste de médiateurs? Ah, bah ouais. Comment on fait? Alors là, c'est très, très compliqué. Ah, bah voilà, c'est très compliqué. Il n'y a pas de liste nationale des médiateurs. Donc, je dirais que tu veux appeler un médiateur, et cherche sur Internet, regarde autour de toi. Il y a de plus en plus des associations de médiateurs qui se créent, des médiateurs indépendants comme moi. J'ai une petite visibilité sur Internet, puisque j'ai un site Internet. Je fais partie d'associations de médiateurs, donc grâce à ça, je commence à avoir un petit peu de visibilité. Mais c'est extrêmement compliqué de trouver un médiateur. C'est beaucoup plus facile de trouver un avocat qu'un médiateur. C'est clair. Et je dirais que après, c'est le bouche à oreille, c'est un petit peu la seule façon de trouver des médiateurs. Mais si tu as entendu, déjà, il faut que tu entendes parler de la médiation. Voilà. Donc, si tu as entendu parler de la médiation, alors tu as déjà une chance de trouver un médiateur. Moi, tu vois, je donne des cours dans une école de commerce à Paris à des étudiants donc, qui sont en 4e et 5e année. Donc, ils ont quoi? Ils ont 24 ans. Et à chaque fois, je commence mon cours en le posant la question qui connaît la médiation? Personne ne connaît la médiation. Donc c'est plutôt que la question aujourd'hui, c'est quand est-ce qu'on va commencer à mettre de la médiation dans notre vie, je dirais, dès l'école. Commence à y avoir de plus en plus quelques écoles qui tentent de faire des médiations à l'intérieur de l'école. Mais plus en entendant parler de la médiation dans les écoles, dès la première année, dans les foyers, à ce moment-là, ça deviendra le réflexe d'aller chercher un médiateur et on trouvera plus facilement un médiateur. Je pense que c'est même pas la peine d'aller dans les écoles. Je pense que tu poses la question dans une entreprise. Est-ce que vous savez que vous pouvez faire appel à un médiateur? Je pense que les 3/4 des salariés ne le savent pas. Hein. Oui, je crois aussi. Je crois qu'ils ne le savent pas. C'est quand même fou. Hein. Ouais. Alors que ça serait une solution très simple pour que le travail, le bien-être au travail, ce fameux bien-être au travail soit là. Quoi. C'est évident. Et puis surtout pour éviter les burn-out. Parce que dans les entreprises, souvent, les burn-out, c'est une accumulation. Tout à l'heure, je parlais des petits c'est pas grave dans un couple. Dans une entreprise, c'est ça. C'est une accumulation de c'est pas grave, ça ira mieux, et qui fait qu'à un moment donné, le salarié part en burn-out. Et donc, si dès le départ, alors, dans les entreprises, maintenant, ils créent des cellules d'écoute. Mais ces cellules d'écoute, elles sont trop apparentées pour moi à des écoutes mode psychologue. Donc, ces cellules d'écoute aident au bien-être, peut-être, mais elles n'aident pas à résoudre le conflit que la personne a avec une autre personne à l'intérieur d'une entreprise. Parce que le médiateur, et souvent je rappelle ça aux gens, le médiateur n'est pas un psychologue. Il connaît parfaitement le mécanisme qui fait qu'un jour vous ne serez pas bien, mais cette connaissance de ce mécanisme, il va l'utiliser pour renouer le dialogue. Je dirais de façon assez crue, à la suite d'une médiation, si de nouveau tu es capable de parler avec ton associé avec laquelle, par exemple, tu ne parles plus depuis 6 mois, j'ai fait mon boulot. Si demain, de nouveau, tu ne vas pas bien dans l'entreprise, indépendamment de ta relation avec ton associé, c'est plus moi que tu vas aller voir. Tu vas aller voir un psychologue. Donc, le psychologue va s'intéresser à l'être que tu es, alors que le médiateur, lui, va s'intéresser au litige qui a été créé. C'est juste génial. Je trouve, moi je connaissais ce métier, mais en fait je le connaissais pas aussi détaillé que tu viens de me l'expliquer. Et je me dis, tu n'as pas rencontré encore de médiateur. Non, pas encore. et je me dis que vraiment c'est une solution. Dans un épisode avant le vôtre, dans l'épisode 7 du podcast, il y a 2 coachs qui parlaient de comment elles travaillent ensemble et comment elles arrivent à enlever leur ego pour travailler ensemble et savoir
à quel moment c'est leur faute s'il y a une distorsion et s'analyser en tant que tel, plutôt que de se dire c'est la faute de l'autre que ça ne va pas. Et donc, pendant l'épisode, elle m'explique comment elles ont mis en place ce système de fonctionnement et qu'elles mettent en place finalement avec tout le monde, avec toutes les personnes avec qui elles travaillent. Toi, en fait, tu viens juste après pour nous expliquer, OK, si ça va vraiment pas, cette entente, voilà ce qui est possible de mettre en place. Et je me dis que si on utilisait tous ces petits outils pour essayer, ne serait-ce que comprendre l'autre, c'est rien plus que ça. Hein. Écouter l'autre. Très souvent, quand je vais commencer une médiation, donc j'ai un entretien individuel pendant à peu près 1h30 avec chacune des personnes. Et à la fin, je leur dis très souvent, je vais après vous réunir tous ensemble, vous allez vous retrouver tous ensemble dans une même pièce ou par Zoom, parce que maintenant, avec je dirais, la pandémie, je fais toutes mes médiations par Zoom. Ça m'a obligé à mettre en place un peu des techniques un peu spéciales, mais je reconnais que ça marche très bien. Et j'ai même trouvé beaucoup d'avantages maintenant à faire de la médiation, d'ailleurs à distance. Ça, pour moi, ça a 2 avantages. Premier avantage, c'est qu'en général, les gens déjà sont dans un cadre qui leur convient. Donc, je fais en sorte, en général, qu'ils soient chez eux, en tout cas dans un lieu qu'ils aiment, plutôt que de se retrouver dans un bureau un petit peu informel. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'on peut plus facilement, je dirais, faire sortir quelqu'un d'une médiation lorsqu'on est en Zoom et puis après la faire revenir dans la médiation plutôt que quand c'est en présentiel, parce qu'à un moment donné, les gens ont besoin eux-mêmes de souffler, à un moment donné, ils ont besoin de faire une pause. Donc, on peut plus facilement faire sortir, revenir des personnes dans une médiation lorsqu'on est en distance. Donc ça, c'est juste entre parenthèses. Je ne sais plus quelle était la question, je me suis perdu. Toi, tu m'as perdu aussi. C'était le préalable parce que la réponse que je voulais te donner. C'est ça, j'ai le problème des médiateurs. Ça parle tout. Alors, attends, on va retrouver. Bon, ça va te revenir. Hein. Bon, on est très fortes là, toutes les deux. On est bonnes, hein. On est tellement omnibulés par ce qu'on dit. Excellent. Ah oui, non, ça y est, maintenant je me souviens. Sur la question de l'écoute. Voilà, oui. Voilà. Et donc, lorsque l'entretien préalable se termine, je dis très souvent donc à personne, je dis voilà, je vais vous réunir. Et pendant que vous serez ensemble, je vais vous demander quelque chose. Et je sais que ça va être très difficile pour vous. Je vais vous demander d'écouter l'autre. Bien sûr que si, je sais écouter. Je dis non. Je vais vous demander de faire un travail que vous avez, à mon avis, encore jamais fait, ou en tout cas très rarement. C'est-à-dire écouter l'autre pour comprendre et non pas écouter pour répliquer. Et je vais bien voir à un moment donné à votre attitude qu'il y a un mot qui va vous blesser, il y a quelque chose où vous n'allez pas être d'accord. Et je vais voir qu'à ce moment-là, vous écoutez plus du tout l'autre, parce que vous êtes déjà en train de ruminer la réponse que vous allez lui faire. Et bien ça, c'est pas du jeu. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, et je me mets d'accord avec eux pour leur faire des signes, un petit signe à ce moment-là, pour le remettre dans l'écoute. Donc, je vais faire ça. Simplement ce petit signe, et je vais lui dire, tu te remets dans l'écoute. Et on se rend compte que les gens, ils sont en souffrance. Parce que subitement, tu as écouté ton mari que tu voulais jamais écouter. Subitement, tu as écouté ton enfant, tu as écouté ton frère, tu as écouté ton collègue, ce que tu n'avais jamais fait. Et il y a un médiateur qui dit qu'à partir du moment où tu as écouté l'autre, déjà, le litige disparaît. Mais c'est ce travail que j'oblige à faire aux gens. Et donc, je sais que souvent, j'ai des retours à la fin, quand je dis aux demandes de personnes comment ça s'est passé, et il y en a qui me répondent, vous m'avez fait souffrir. Merci, parce que je réalise maintenant que j'avais jamais compris jusqu'à maintenant ce que l'autre me disait. Donc, je travaille beaucoup cette écoute. Même moi, je travaille beaucoup là-dessus. C'est extrêmement difficile. J'ai beau savoir qu'il faut écouter. Dès qu'on est en conflit avec quelqu'un, on n'arrive pas à écouter.
Même moi, je suis obligé de me recentrer à chaque fois lorsque je suis à un moment donné pas d'accord avec mon époux, ou mes enfants ou mes amis. Je suis obligé de me dire, mets-toi en position de médiateur, ne réplique pas. Parce qu'on nous a toujours appris à avoir le dernier mot. On a toujours appris à répéter pour convaincre. On ne nous a jamais appris à écouter. Donc, c'est pour ça que je dis la médiation, ne serait-ce qu'au tout début de notre vie, si on nous avait appris à écouter, plein de litiges seraient évités. Et c'est pour ça que je dis que la médiation, elle dépasse ce cadre strict de « j'ai un litige, je vais voir le médiateur ». Non. Pour moi, c'est on re-questionne toute notre éducation. Ah oui, clairement. Oui. Et je pense qu'avec les temps actuels où tout doit aller vite, ça n'aide pas non plus à prendre ce temps d'écoute. Non. Et ça nous donne souvent, les personnes me disent, mais quand l'autre commence à être désagréable avec moi, qu'est-ce que je dois faire pour réussir à l'écouter sans réagir? Et j'aime bien, moi, lui répondre cette phrase. Je dis, tu te mets dans la position du boxeur. Moi, tu vois, j'ai jamais fait de boxe, mais ça m'est arrivé, j'ai encore des images comme ça, des boxeurs. Qu'est-ce qu'on apprend aux boxeurs? À récupérer les coups sans les donner en échange. Donc, tu te mets dans cette position du boxeur qui prend les coups sans les donner en échange. Et si tu te forces à te mettre dans cette situation-là, eh ben, tu verras que tu arriveras à écouter. Et c'est vrai que de temps en temps, j'arrive à me mettre dans cette attitude bien du boxeur. Et là, ça glisse. Ça glisse. Donc l'autre, il peut vider son sac, ça glisse. Voilà, c'est une méthode où, comme je lui dis, si tu es en conflit avec quelqu'un, bah, tu n'es pas obligé de rester non plus. Tu t'engueules avec ton mari, à un moment donné, tu peux lui dire avec un grand sourire, je t'ai entendu, maintenant j'ai besoin d'aller faire un tour. Et tu t'en vas. Tu n'es jamais obligé de rester dans le conflit. Tu peux toujours faire un pas de côté. Si ça devient insupportable, tu t'engueules avec ton collègue de travail, ça devient insupportable, tu dis, attends, excuse-moi, mais là, j'ai très envie d'aller aux toilettes. Et tu y vas. Tu as toujours la liberté de faire un pas de côté. Donc, apprends à faire un pas de côté plutôt que de partir en confrontation lorsque dans le cadre de, quand tu n'es plus capable de tenir l'écoute et que tu sais que ça va dégénérer en conflit. Donc, rien que ces petits pas de côté qu'on devrait apprendre à faire. Moi, j'ai des pas de côté, j'avais une mère qui était très agressive avec moi au téléphone. Moi, j'avais compris qu'elle était désagréable avec moi au téléphone. Je raccrochais. Et je la rappelais 2 minutes plus tard en lui disant, je suis désolé, la ligne téléphonique était instable, ça a raccroché. J'avais trouvé cette technique. Comme ça me permettait de souffler, ça me permettait de me repositionner et ça me permettait de reprendre une conversation avec elle de façon sereine. Et elle n'avait jamais l'impression que je raccrochais au nez. C'était le réseau téléphonique qui était responsable. Donc, on a tous comme ça des possibilités. On peut très bien faire ça avec son chef ou même pendant un Zoom. On en a marre, paf, la ligne, elle a sonné, je suis désolé, et on reprend 2 minutes plus tard. Donc, on a plein de petites techniques comme ça qu'on peut mettre en œuvre continuellement plutôt que de se mettre toujours dans la posture « j'ai un conflit, je vais me bagarrer ». Donc, et c'est ça qu'on nous apprend. Donc, tu es un homme, voilà, tu te mets en face de l'autre et tu fonces. Ben non, non. Je fais un pas de côté, je respire, je me recentre et je reviens. Eh bien, sur ces sages paroles, Anne, je te remercie énormément de m'avoir partagé ce métier et je vais aller acheter ton livre du coup, parce que vraiment… Alors après, c'est moi qui te questionnerai. Hein. Oui, je vais passer… Mais du coup, ça me donne très envie. Donc merci beaucoup, Anne. Ben, merci, Fabienne. Et à bientôt. À très bientôt. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting.